Je donne à présent la parole à son Excellence M. John Kerry, secrétaire d'État des États-Unis. Mr. President. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour à tous nos collègues du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aimerais remercier mon collègue de la Nouvelle-Zélande qui organise cette séance très importante sur la crise en Syrie. Je crois qu'il est tout à fait opportun que nous nous réunissions ici aujourd'hui alors qu'il y a à quelques salles d'ici, hier, les dirigeants de ce monde parlaient des conséquences de la guerre. J'ai écouté l'intervention du roi Abdallah qui parlait des conséquences pour son pays, des millions de personnes qui exercent une grande pression sur les structures sociales du pays, sur l'économie du pays, des personnes qui vivent dans des conditions très difficiles et qui parfois représentent une menace en raison de la capacité de Daesh, d'Al-Nosra, d'infiltrer des personnes. Nous avons écouté cette jeune championne olympique qui parlait de la guerre et qui a pu participer aux Jeux olympiques cette année dans l'équipe des réfugiés. Et puis il y avait cette vidéo racontée par Bono qui nous a poussé à réfléchir aux conséquences. Et j'espère que vous êtes tous ici aujourd'hui concentrés sur ces conséquences. Il ne s'agit pas de jouer sur les mots aujourd'hui pour éviter d'assumer les responsabilités ou d'éviter de faire les choix qui s'imposent à ce Conseil en ce qui concerne la guerre et la paix, la vie et la mort. J'ai écouté mon collègue russe et j'avais l'impression d'être dans un univers parallèle. Il a dit qu'il ne devait pas y avoir de conditions préalables aux négociations. Nous nous sommes rencontrés 2 fois à Vienne. Nous nous sommes rencontrés ici à New York. Nous avons reconnu la résolution du Conseil de sécurité. Nous nous sommes réunis à nouveau à Munich. Et à chaque fois, le GISS et le Conseil de sécurité se sont ralliés à ce cessez-le-feu. Un cessez-le-feu qui s'appliquerait à toutes les parties. Ce n'est pas une condition préalable. C'est un accord international. Conclu 4 fois. 4 fois, les pays l'ont accepté. 4 fois, cet accord a été brisé par des acteurs indépendants, par des saboteurs qui ne souhaitent pas de cesser le feu. Alors ce n'est pas une condition préalable. Comment peut-on s'asseoir autour d'une table avec un régime qui bombarde des hôpitaux et qui utilise le chlore encore et encore? Un régime qui agit en toute impunité? Est-ce que l'on doit vraiment s'asseoir à la même table et discuter gaiement à Genève dans ces circonstances-là, lorsque un cessez-le-feu a été signé et qu'il n'est pas respecté? Quelle crédibilité vous avez? Ce n'est pas une condition préalable. C'est ce dont nous avons tous décidé dans le groupe international de soutien à la Syrie et au sein du Conseil de sécurité. Et je dois l'admettre, les documents étaient prêts à être publiés. Nous l'avons annoncé hier au GISS. Les membres du groupe ont obtenu ces documents, mais il n'est pas nécessaire de les lire pour savoir que c'est une violation du droit international de bombarder des hôpitaux.
l'on ne largue pas des barils d'explosifs sur des enfants. Ce sont des violations flagrantes du droit international. Je ne suis pas venu ici ce matin pour en discuter encore. Nous voulons tous la même chose. La Fédération de Russie, l'Iran, les États-Unis, le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite. Tout le monde le dit, nous voulons une Syrie unie, laïque, qui respecte les droits de tous. Un pays dans lequel les citoyens peuvent choisir leur propre gouvernement. Mais nous sommes incapables de nous réunir autour de cette table et d'en discuter pour faire bouger les choses. Il y a des courtiers ici et ailleurs qui peuvent avoir des impacts sur ce conflit, sur les parties en présence, ce conflit qui est la pire catastrophe humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'ai eu le privilège d'être membre du Sénat américain avec l'ambassadeur des Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies il y a quelques années. Et il nous rappelait que toute personne a le droit à sa propre opinion, mais que tout le monde n'avait pas le droit à ses propres faits. Et comme l'a dit le président John Adams un jour, les faits, ils sont têtus. Si nous souhaitons vraiment faire face à cette situation, on ne peut pas avoir des faits différents sur la Syrie. Tout le monde comprend l'ampleur de la tragédie humaine. Vous vous demandez pourquoi les personnes dans le monde entier sont en colère lorsqu'il s'agit de la gouvernance, parce que tout ce que l'on entend, ce sont des mots. Et très souvent, nous avons demandé des mesures et ces mesures ne sont pas prises. Alors j'aimerais vous faire part de faits ce matin, des faits. La nuit dernière, des rapports nous sont parvenus sur des frappes aériennes qui ont touché une infrastructure médicale à Alep. 4 travailleurs humanitaires ont été tués en dépit de cette cessation des hostilités. Il n'y a que 2 pays qui ont des aéronefs qui volent la nuit, ou qui volent dans cette zone en particulier, la Russie et la Syrie. Lundi, et Sergueï a dit qu'il fallait examiner les faits. Eh bien, lundi, 28 travailleurs humanitaires ont trouvé la mort dans une attaque scandaleuse de 2 heures, prenant pour cible une mission humanitaire complètement légitime. Tous les permis avaient été accordés, tout le monde savait. Cette attaque a porté un coup très lourd à nos efforts de paix en Syrie et ces attaques suscitent un doute. Les Russes, les Syriens sont-ils prêts à respecter les engagements conclus à Genève? Et d'autres attaques nous poussent à nous interroger sur certains membres de l'opposition également. Voilà les faits. La réalité est simple. Nous ne pouvons pas résoudre cette crise si les parties principales qui s'assoient autour de la table et concluent un accord sont incapables de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter une escalade. Mais l'on ne peut pas ignorer les faits et fermer les yeux sur le bon sens. Alors oui, la coalition a frappé samedi. C'était un accident terrible. Et quelques minutes après, nous l'avons reconnu. Nous n'avons pas présenté des faits différents. Nous avons dit, oui, c'est horrible, ça s'est produit. Le département d'État a présenté des excuses et a fait une enquête. Mais c'est très différent s'il y a un convoi, des camions avec le nom des Nations Unies. Je le dis,
Je présente ces faits parce qu'ils montrent que l'on ne peut pas faire comme à l'accoutumée. On ne peut pas sortir de cette salle en disant on va essayer de continuer, on préserve le cessez-le-feu alors qu'on sait qu'il ne fonctionne pas. Les faits doivent inciter les pays à redonner une crédibilité à ce processus. C'est essentiel. Et revenons sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Le secrétaire de presse de Poutine a annoncé que cette attaque contre le convoi humanitaire était une réaction nécessaire à une offensive alléguée de Al-Nosra ailleurs dans le pays. Ensuite, un ambassadeur russe a dit que les forces russes et syriennes ne bombardaient pas la zone, mais qu'ils ciblaient Khan-Touman. Ensuite, c'est une toute autre histoire qui nous a été racontée. Le ministre de Défense a annoncé que ce convoi humanitaire était accompagné de militants avec des mortiers. Nous n'en avons pas vu l'ombre d'une preuve. Mais quoi qu'il en soit, cela ne justifierait pas une violation de la cessation des hostilités. Et d'ailleurs, ce mortier n'aurait pas pu causer les dégâts qui ont été constatés sur ces camions. Et puis le ministre de la Défense a entièrement changé de ton en démentant l'implication de la Russie. Il a été dit que ni la Russie ni la Syrie n'avaient mené des frappes aériennes contre un convoi humanitaire des Nations Unies à l'ouest d'Alep. Et je cite, et Konachevkov a dit ensuite que les dégâts sur les camions étaient le résultat de l'incendie du contenu des camions. Spontanément, les médicaments, les denrées alimentaires se seraient enflammés. Vous y croyez? Ce n'est pas une plaisanterie. La situation est grave. Si nous pouvons dire oui, effectivement, il y a eu une frappe aérienne et nous en assumons une partie de la responsabilité, très bien, c'est peut-être une façon de détourner l'attention, mais je crois que cela souligne qu'il y a là une responsabilité à assumer. Nous devons trouver une issue. Alors, tout ce que je viens de dire est contredit par une information publique, par des conclusions déjà tirées par le comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale, les sociétés de la Croix-Rouge, le Croissant Rouge syrien, des journalistes indépendants et des travailleurs humanitaires sur le terrain, des témoins. Des témoins qui vous raconteront ce qui s'est passé. L'un d'entre eux a dit qu'il était là-bas et que tout à coup, des avions de chasse étaient dans le ciel, que tout à coup, c'était l'enfer. Il a donné beaucoup plus de détails, je ne m'appesantirai pas dessus. Ce que je souhaite vraiment ici, c'est que l'on accepte les responsabilités et que l'on change la donne. La question principale, ce n'est pas de savoir ce que nous savons, c'est plutôt qu'allons-nous faire? En d'autres termes, c'est l'heure de vérité. L'heure de vérité pour le président Poutine et pour la Russie. C'est l'heure de vérité pour l'opposition également. Et c'est l'heure de vérité pour ceux qui soutiennent l'opposition. Depuis bien trop longtemps, certains éléments de l'opposition se sont fondés sur une alliance indue avec Al-Nosra. Et Al-Nosra, c'est Al-Qaïda, c'est la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Et on ne peut pas détourner le regard si des groupes sur le terrain combattent aux côtés d'Al-Nosra, une organisation qui rejette ouvertement une solution politique à la crise, qui est un ennemi de nous tous dans cette salle. Donc c'est l'heure de vérité pour la communauté internationale également. D'accord? Si nous autorisons les saboteurs, les troubles-faits à choisir la voie de l'escalade à notre place, si nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent pour que cette cessation des hostilités fonctionne, alors ne vous leurrez pas, chers amis, la prochaine fois que nous nous retrouverons ici, il y aura encore plus de réfugiés, plus de morts, plus de déplacés, plus d'extrémistes, plus de souffrances
à une échelle encore plus large au Moyen-Orient. C'est une certitude. Il n'y a qu'un seul choix à faire, c'est se réunir autour de cette table avec Stéphane de Mistura, engager une négociation, obtenir un cessez-le-feu pour endiguer le flux des réfugiés, pour mettre un terme à ces souffrances et pour donner aux Syriens la possibilité de souffler, de vivre. Lorsque le cessez-le-feu a été déclaré il y a quelques jours, il a fonctionné. Les Syriens sont sortis dans la rue, ils sont allés dans les cafés, ils ont manifesté, ils ont exprimé leurs droits politiques. D'autres ont pu se rendre à pied d'un lieu à un autre en se sentant en sécurité. Tout cela a disparu. J'aimerais le souligner, j'aimerais le dire à la Russie. Les États-Unis en sont toujours convaincus. Il y a une issue. Même si le chemin est semé d'embûches, s'il est difficile, c'est la solution la plus viable pour mettre fin à ce carnage. Notre responsabilité commune, c'est d'utiliser les outils de la diplomatie pour y parvenir. Et c'est exactement ce que nous avons tenté de faire. Pendant des semaines, pendant l'été, les experts de mon gouvernement travaillaient avec nos homologues russes pour mettre en place un plan qui bénéficierait des conclusions tirées de l'autre cessez-le-feu. Et puis il y a ce plan, il y a 2 semaines à 2 semaines, en excluant uniquement Daesh et Al-Nosra de la cessation des hostilités, il y avait des modalités pour un acheminement sans entrave de l'aide humanitaire pour la population d'Alep et pour ailleurs dans le pays. Et ces modalités prévoyaient également, si l'acheminement humanitaire était garanti, s'il y avait 7 jours de respect consécutif du cessez-le-feu, à ce moment-là, les États-Unis et la Fédération de Russie coordonneraient leurs efforts pour lutter contre Daesh et Al-Nosra. Et en vertu des ordres du président Obama, tous les préparatifs avaient été lancés pour mettre en place cette coopération entre les armées. Donc nous y sommes attachés. Et cela faisait aussi partie du plan. Lorsque ces efforts de coopération allaient commencer, les avions de guerre russes ne seraient plus autorisés à survoler, syriens, pardon, ne seraient plus autorisés à survoler certaines zones pour pouvoir procéder à une séparation. Je l'ai dit à la Russie très souvent, il est difficile de séparer des personnes lorsque elles sont victimes de bombardements aveugles. Et lorsque Assad peut choisir qui il bombarde, parce que, je cite, il peut s'attaquer à Al-Nosra, mais aussi s'attaquer en même temps à l'opposition, parce que c'est ce qu'il veut, cela crée une confusion et il est impossible de séparer les groupes et de protéger ce cessez-le-feu. Donc, nous devons parvenir à cette interdiction de survol, ce qui empêcherait la Syrie de faire ce qu'elle a fait si souvent, à savoir attaquer des cibles civiles sous prétexte de s'en prendre à Al-Nosra. Notre objectif dans cette négociation, c'était de mettre un terme à ces attaques terribles et aveugles qui sont la cause première des craintes, des souffrances et des déplacements. Et dans le cadre de ce plan, tout cela pouvait s'accompagner très vite de négociations sérieuses entre les parties, avec pour objectif une transition politique et la fin du conflit. Chers collègues, j'aimerais vous en convaincre. Les États-Unis sont déterminés. Les objectifs de Genève sont les bons objectifs. Et les outils sont les bons. Ils sont peut-être insuffisants. Nous espérions que le renouvellement de la cessation des hostilités, la reprise de l'acheminement de l'aide humanitaire, l'isolement de Daesh et d'Al-Nosra et le début d'un processus piloté par les Syriens pouvaient être un début d'issue à la crise et pouvait permettre le rétablissement d'une Syrie pacifique. Très clairement, il y a certaines personnes, Assad et ses alliés,
d'une part, Al-Nusra et Daesh d'autre part, qui redoutent cette issue-là. Assad ne croit pas dans le cessez-le-feu, c'est un saboteur. Idem pour Al-Nusra et pour Daesh, qui souhaitent continuer à combattre Assad. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si nous acceptons leur volonté ou si nous continuons à défendre nos objectifs. Il faut trouver une solution diplomatique à ce conflit. Ceux qui pensent que la crise en Syrie ne peut pas encore s'aggraver se trompent, tout comme ceux qui pensent qu'une victoire militaire est possible. Ce pourrait être comme Carthage avec les Romains, si vous voulez parler de victoire. Le plan de Genève est loin d'être parfait, mais j'attends toujours une alternative plus ou moins réaliste et qui donnerait un meilleur résultat. Si nous pouvons obtenir un suivi sur le terrain, ce serait formidable. C'est ce que nous appelons de nos vœux. Mais les pays auxquels nous nous adressons pour leur demander s'ils sont prêts à aller assurer le suivi sur le terrain nous répondent par la négative. Mes collègues du GISS en conviendront. Nous nous sommes réunis hier et il y avait une quasi-unanimité dans la salle. Ce processus, le cessez-le-feu, même s'il est difficile, est la meilleure chance pour alléger les souffrances des Syriens. Nous l'avons dit, il faudrait des mesures significatives et immédiates pour remettre les choses en place. Alors comment faire? Comment rétablir ce concept de cessez-le-feu? Pour ceux qui ont été témoins de l'effondrement fréquent des cessez-le-feu, comment leur donner confiance? D'aucuns pensent que les acteurs principaux ne le souhaitent pas vraiment. Alors pour rétablir la crédibilité du processus, nous devons aller de l'avant et nous devons contraindre tous les avions à rester au sol pour éviter la désescalade et pour permettre à l'aide humanitaire d'arriver à ceux qui en ont besoin. Et si tous ces facteurs sont réunis, alors l'on pourra redonner la crédibilité à ce processus. À Genève, il a été dit que Assad était prêt à accepter la cessation des hostilités, qu'il pouvait accepter de ne pas survoler certaines zones prédéterminées. Mais en raison de ce qui s'est passé ces derniers jours, chers amis, nous n'avons d'autre choix que d'agir plus rapidement, de rétablir plus rapidement la confiance et de démontrer notre disponibilité à mettre en place un cessez-le-feu réel dès à présent. L'avenir de la Syrie est en péril. J'exhorte le Conseil à ne pas baisser les bras, mais plutôt à se rallier aux modalités définies par la Russie et par les États-Unis à Genève. Et j'en appelle à toutes les parties en Syrie, tous ceux qui les soutiennent, les partis de l'opposition, à collaborer et à réanimer ce plan. Je lance un appel à tous les pays pour qu'ils cessent d'apporter un soutien, quel qu'il soit, aux partis qui tentent de saboter ce plan. Je demande à la communauté internationale de soutenir les efforts des Nations Unies pour entamer une vraie négociation à Genève sur une transition politique qui offrirait la seule voie durable vers la paix. Et j'exhorte toute la communauté internationale à soutenir le meilleur espoir de réduction de violence, d'acheminement d'aide humanitaire et d'ouverture pour les négociations. Je vous remercie de votre patience.